L'entretien ce matin d'Éden, la sous-région ouest africaine très instable, en tout cas dans certains pays avec des conflits politiques. Le dernier, la Guinée après le coup d'État du dimanche dernier, la Guinée qui vient d'être suspendue par la CEDEAO. Ensuite, le cas du Mali également, où la CEDEAO est restée préoccupée par l'organisation des élections, le pays étant donc en transition politique depuis l'éviction de pouvoir de Ibeka. Après donc coup d'État, double coup d'État d'ailleurs dans ce pays, situation un peu confuse également. Du côté du Tchad aussi, après la mort de Idriss Déby, la CEDEAO, eh bien, après une opposition, mais très rapidement aussi, a revu sa position. C'est un revirement un peu spectaculaire d'ailleurs, puisque l'institution au départ était sur le point de suspendre aussi le Tchad, mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On saurait tout dit ici sur ce plateau. En tout cas, Morgane Asogba va essayer d'analyser un peu ce comportement des institutions africaines, de la communauté internationale en général, mais surtout de ces institutions africaines, que ce soit l'Union africaine ou la CEDEAO, face à ces conflits, à ces transitions. L'organisation ou ces institutions restent-elles impuissantes face donc à certaines situations? Pourquoi c'est le même scénario? On condamne le pays en situation d'instabilité, mais après, plus rien pratiquement. Morgane Asogba, bonjour. Bonjour, M. Cornet. Alors, d'abord, avant donc de parler donc de ces réactions de ces institutions africaines, on a assisté pratiquement en un an, trois coups d'État dans la sous-région. Ça s'est passé en douce, pratiquement, surtout pour le cas guinéen. Double coup d'État Mali entre 2019, 2020 ou 2021. Alors, comment expliquer la recrudescence de ces coups d'État sur le continent? Parce que les coups d'État, ça n'arrive pas comme ça. En effet. Alors, s'il faut expliquer la recrudescence de ces coups d'État, il faut déjà essayer de comprendre ce qui avait amené l'Afrique, tout juste après les indépendances, à se mettre dans une série de coups d'État. On a eu plusieurs pays africains qui ont subi des coups d'État tout juste après les indépendances. Et là, lorsqu'on s'intéresse à la question, on comprend qu'il s'agissait d'une période au cours de laquelle les États africains travaillaient à trouver l'équilibre. Et donc, certains ont envie de trouver l'équilibre. D'autres, malheureusement, par contre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'ont pas pu encore trouver cet équilibre-là. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que même les grandes nations qui ne sont pas en Afrique, à un moment donné de leur existence, ont connu ces périodes tumultueuses. Et nous sommes dans un système qui est de façon cyclique, dans un mouvement de construction et de déconstruction. Le système passe à la déconstruction pour reconstruire lorsque le système, le mécanisme éprouve le besoin d'être mis à jour. Et là, dans le cas des pays que nous venons de citer, du côté de la Guinée, vous avez un leader qui est venu à un moment donné et qui a fait plusieurs mandats. Et donc, le système a besoin d'une déconstruction pour une reconstruction. On peut observer cela sur cet angle-là. Un bon opposant qui est devenu pratiquement l'ombre de pouvoir. Oui, mais vous savez, il s'agit pas... Une transformation méconnaissable. Non, la transformation peut sembler méconnaissable. Mais lorsque vous y regardez de plus près, est-ce qu'elle est effectivement méconnaissable? C'est quelqu'un qui est venu au pouvoir dans une perspective donnée. Et il s'est retrouvé au pouvoir. Non seulement, on ne dira pas qu'il a seulement pris goût au pouvoir, mais il a aussi entamé un certain nombre de chantiers. Le pays tel qu'il est, la Guinée, n'a pas forcément d'acteurs politiques assez préparés en termes d'organisation et en termes d'implication dans la vie active qui puissent tenir face au système mis en place par M. Condé. La difficulté en général des pays africains qui vivent cette difficulté de stabilité réside souvent dans le poids
de leurs acteurs politiques, dans la stratégie politique du fonctionnement de ces États. Lorsque vous êtes en Guinée et que vous regardez même Condé, qui a été historiquement un opposant et qui a pris le pouvoir, de l'autre côté, vous voyez pratiquement à chaque fois une seule et même personne. Cellou Dalein Diallo, qui semble être le seul acteur politique capable de pouvoir se mesurer concrètement à M. Condé. Et dans la pratique, c'est aussi difficile pour Cellou Dalein Diallo. Maintenant, ce problème de préparation de la relève en matière d'action politique est un problème récurrent dans les systèmes africains, les systèmes politiques africains. Et donc cela peut contribuer à nous mettre dans la dynamique auquel on assiste. Mais de façon plus endémique, il s'agit beaucoup plus d'un besoin à un moment donné de déconstruire pour construire. Il s'agit d'une question cyclique. Et la façon dont le cycle se réajuste dépend de la maturité, du degré de maturité de la société en elle-même. Et les sociétés africaines, en matière de maturité politique, peinent encore à prendre le pas parce que les sociétés africaines ne sont pas forcément impliquées dans la vie politique de leurs États. Et c'est ce qui explique le caractère plus ou moins pas vraiment actif des acteurs politiques dans ces sociétés-là et qui me donne le résultat que nous observons. Mais pour vous qui êtes des observateurs d'actualité continentale, internationale, ce coup d'État n'a-t-il pas été une surprise parce qu'au sein de la monde, on ne sentait pas forcément de fractures, de dissensions Alors, surprise... Le cas guinéen. Le cas guinéen, particulièrement. Surprise, on peut comprendre, on peut accepter cela, mais pas surprise aussi, il y a des explications. Alors, surprise dans le sens où on a semblé se fier à la propagande. C'est-à-dire quoi? L'image qu'on essaye de montrer à tout le monde. Vous et moi, nous ne sommes pas en Guinée. Si vous interrogez les Guinéens, ils vous diront que ce n'est pas une surprise pour eux parce que le mécontentement par rapport à la façon dont les choses se faisaient gérer était assez endémique dans la population, mais qu'il fallait quand même, pour ne pas se faire plus ou moins stigmatiser et traiter en fonction de ces stigmatisations, accepter et faire semblant du bon fonctionnement des choses. Lorsque vous écoutez les putschistes, ils ont fait cas de la corruption qui est énorme, des difficultés économiques, et dans chaque pays où la difficulté économique est difficile à vivre, c'est naturel qu'on ait de pareilles estimations par rapport à la déstabilisation du système politique. Maintenant, ce serait une surprise pour ceux qui ont cru à cette propagande, mais qui n'ont pas tenu compte des impressions concrètes du peuple guinéen. Et lorsque vous regardez aussi le comportement de la communauté internationale, lors du 3e mandat de M. Condé, vous regardez la réaction aussi de la population, d'une partie de la population, parce qu'on ne va pas dire que M. Condé n'a pas de soutien, vous comprenez qu'il y avait déjà une rupture, une cassure, une entorse faite à ce qu'on considère comme la loi fondamentale d'un pays, une constitution, et partout où vous allez retrouver une entorse qui semblerait être faite à une constitution, soyez sûr d'une chose, il y a des personnes dans ce pays qui seront en train de travailler à trouver une stratégie pour rétablir ce qu'ils entendent par l'ordre constitutionnel. Et cela nous amène à nous poser la question, c'est quoi l'ordre constitutionnel? Quand est-ce que l'ordre constitutionnel reçoit l'assentiment qui lui donne toute sa légitimité et toute sa légalité? Dans le cas guinéen, on pourra dire que l'ordre constitutionnel reçoit l'assentiment qui lui donne toute sa légitimité, toute sa légalité, lorsque une bonne partie, pour ne pas dire la majorité des acteurs politiques, se sentent concernés et valident cet ordre constitutionnel établi. Et donc, toute modification de la Constitution qui ne reçoit pas l'assentiment d'une majorité des acteurs politiques est
totalement et entièrement remise en cause. Maintenant, il faudrait qu'on mette en place un système qui nous permet d'identifier quelle est la majorité des acteurs politiques et qui participent réellement à la vie politique et qui donnerait donc à une quelconque révision toute sa crédibilité, sa légitimité et sa légalité. D'accord. Mais puisque vous évoquez déjà la réaction de la communauté internationale, c'est là on lit le paradoxe. Ça a été une liesse populaire en Guinée, par exemple, que vous avez vu sur ces images, même pendant ce temps. La communauté internationale, c'est le même discours. On condamne le coup de force, on appelle un retour à l'ordre constitutionnel. Pourquoi ça se passe souvent comme ça, où parfois on oublie en fait les aspirations du peuple? Parce que pour le cas guinéen, vous l'avez vu, pour le cas malien aussi, on a vu quand même que bon, si on prend les 100% de Maliens, il y a tout au moins 80% qui étaient quand même d'accord, qui soutenaient les petits Koïta et autres, mais pour le cas guinéen, pareil. Et voilà donc le discours de la communauté internationale, avant même de parler donc de celle africaine. En effet. Vous savez, il faut prendre la communauté internationale dans son contexte et dans son couloir. Chaque institution où chaque organisation est créée en fonction d'un certain nombre de tests et pour assumer un certain nombre de responsabilités. Lorsque vous prenez les organisations internationales qui ont une certaine différence, lorsqu'on parle aussi d'institutions internationales, les organisations internationales ont pour membres par excellence les États. Et l'objectif de ces organisations internationales dépend de celles qui ont été disons, mises dans leur acte constitutif. Et lorsque vous prenez l'ONU, l'ONU a adopté un certain nombre de principes en matière de gestion d'un État. Et parmi ces principes figure de façon claire et nette l'ordre constitutionnel et le respect de toute transmission de pouvoir par un processus démocratique. Et donc, quel que soit le contenu ou l'intention du putsch, du processus de transmission de pouvoir, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un processus considéré comme démocratique par ceux-là qui appartiennent à ces organisations et qui ont mis leurs standards, c'est tout à fait compréhensible et légitime. Et même le contraire jetterait l'opprobre sur l'organisation qui serait en train de violer ses principes de base. Et donc, ce qui intéresse cette communauté internationale dans de pareils cas, ce n'est pas tout de suite le fond, mais c'est déjà la forme. Et dans les organisations internationales, lorsque la forme n'est pas correcte, on ne s'intéresse pas au fond. C'est un principe de fonctionnement, que ce soit aussi bien au niveau des impressions, des déclarations, ou même au niveau des documents qui sont présentés au sein des organisations internationales. Lorsque vous présentez un document qui ne correspond pas à la forme standard et qui est accepté par cette organisation, le contenu n'est pas regardé. C'est pareil aussi dans le mouvement de transmission des pouvoirs. Et donc, que ce soit au Mali, que ce soit en Guinée, le mode de transmission de pouvoir est un mode qui a été déjà banni du système de la communauté internationale. Et donc, naturellement, elle va condamner et elle va dire que c'est la pire des choses à faire et même décider de prendre des sanctions parce que ces tests et ces principes de fonctionnement l'y obligent. Vous comprenez? Maintenant, dans la vague de la communauté internationale, vous avez des institutions internationales qui n'ont pas forcément pour membres les États. Et ces institutions, en général, représentent la société civile internationale, les organisations non gouvernementales. Eux, ils ont la bienséance parfois en fonction des objectifs de leur acte constitutif. Vous en avez qui disent qu'ils font la promotion des droits de l'homme, vous en avez qui diront qu'ils font la promotion de la démocratie. Et donc, en fonction de leurs tests, ils vont se prononcer. Et vous en avez qui diront qu'ils font la promotion de la société civile. Et donc, ils diront tout de suite que ce qui se passe en Guinée
est assez acceptable parce que le peuple, les militaires défendent les intérêts du peuple. Et ceux-là iront dans ce sens parce que cela va avec leurs principes. Ceux qui défendent les droits de l'homme vont dire oui, il y a les droits de l'homme qui sont violés, ainsi de suite. Et donc, c'est tout à fait compréhensible qu'on rétablisse l'ordre. Mais ceux qui fonctionnent sur la base des principes de transmission de pouvoir, comme la plupart des organisations de la communauté internationale, c'est tout à fait compréhensible et indiqué que la première des choses qu'ils fassent, c'est de condamner. Et vous allez constater qu'ils sont tous cohérents dans cette démarche, parce qu'ils y sont obligés par leur acte constitutif et par les principes en vigueur dans chacune de leurs institutions. Alors, mais est-ce que, en faisant cette procédure de fonctionnement, alors est-ce que cela ne fait pas de ces organisations souvent des médecins après la mort? Parce que quand le débat était virulent, quand il y a du troisième mandat de Condé, par exemple, la communauté internationale est restée un peu muette par rapport à la question. On n'a pas du tout entendu l'Union africaine de la CEDEAO. Le cas également en Côte d'Ivoire avec Ouattara qui, entre-temps, préparait sa retraite politique, mais qui est revenu après le décès de Grand Koulibaly. Alors, est-ce qu'en agissant ainsi, et là, déjà nous parlons déjà de ces organisations africaines, la CEDEAO, l'Union africaine, est-ce qu'on n'est pas beaucoup plus dans un rôle de médecin après la mort? Oui, votre analyse est assez acceptable et compréhensible. Maintenant, vous savez, un médecin, il est formé pour sauver des vies. Vous comprenez, c'est son travail, c'est ce pourquoi il est formé. La question qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que nous avons des organisations internationales de la sous-région? Pourquoi est-ce qu'elles existent? Quand vous prenez la CEDEAO, à la base, c'est pour l'intégration économique. À la longue, la CEDEAO a estimé que pour que cette intégration économique soit effective, il fallait qu'on commence à faire un peu de l'intégration politique et culturelle. Et donc la CEDEAO s'est lancée sur des chemins comme le mécanisme d'évaluation par les pairs, sur des chemins comme le besoin d'aller assister un peuple lorsque ce peuple se trouve en détresse, quel que soit le pays concerné dans la sous-région. Mais de façon fondamentale, l'objectif premier reste bel et bien l'intégration économique. Et maintenant, lorsque vous regardez ces objectifs premiers et vous regardez le principe de souveraineté des États qui existe et qui est un principe très cher aux États, il amène les États à avoir tous les mécanismes de protection et de souveraineté sur l'étendue de leur territoire. Ils ont le pouvoir de dire non à toute proposition qui viendrait d'une intégration, d'un organe d'intégration sous-régionale. C'est la preuve en Guinée. Lorsque M. Condé se préparait à un troisième mandat, la CEDEAO a dépêché des émissaires qui sont allés le voir et qui sembleraient avoir dit, écoute, il ne faut pas te lancer dans cette dynamique. Et il a refusé. Il a même refusé de les recevoir. Qui ne voulaient pas de leur présence au nom de la souveraineté. Et la communauté internationale, sinon ces institutions, n'ont pas vocation à forcer le leadership d'un État. Donc pas d'ingérence. Pas d'ingérence. Le principe de non-ingérence est établi et consommé. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire? À la rigueur, c'est prendre des sanctions. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre des sanctions à l'encontre d'un système gouvernemental qui décide de gérer son pays comme il entend? Ça devient compliqué parce que les tests de ces institutions ne permettent pas, n'habilitent pas normalement ces institutions à prendre de pareilles sanctions. Donc, c'est une question de test et d'opportunité. Maintenant, l'autre aspect de la question, c'est quoi? C'est que lorsque vous regardez, vous tenez compte des tests et vous regardez ce que font ces organes, ces organisations internationales de la sous-région, il sera difficile de parler d'impuissance. Lorsque vous regardez, vous essayez de faire une conformité des tests par rapport à leur comportement sur le terrain. C'est totalement en accord. Ce qui est paradoxal, c'est que ces organisations
dans l'idée, vise une intégration des peuples, vise à faire en sorte que les conditions de vie des populations de l'espace géographique concerné s'améliorent et surtout que ces populations, leurs opinions et leurs aspirations fassent partie du processus de décision de ces organisations internationales. Mais le paradoxe est que cela semble ne pas être le cas. Et donc, il y a une sorte de dichotomie entre les objectifs de ces organisations internationales et les aspirations des peuples et des populations. Et c'est ce qui nous donne l'impression à chaque fois que ces organisations sont impuissantes. Mais cette impuissance qui semble paraître est déjà institutionnalisée dans le processus de création de ces organisations. Et donc c'est une impuissance face à un certain nombre de décisions qui est souhaitée, qui est fait sciemment. C'est en toute connaissance de cause que les États ont décidé de rendre impuissants ces organisations face à des situations données. Et donc, ce qui nous amène à dire qu'aujourd'hui, avec l'évolution, la dynamique d'évolution de la communauté internationale et même de la société civile régionale, il serait peut-être temps que ces organisations évoluent. Évoluent dans quel sens ? Que ces organisations qui sont internationales donnent plus de place à l'opinion publique et s'octroient suffisamment de pouvoir pour pouvoir amener un président ou un leader quelconque qui ne serait pas dans la dynamique de respecter le souhait de son peuple. Quand vous prenez le cas des troisièmes mandats, peut-être le peuple ne veut pas d'un troisième mandat, encore qu'il faut l'établir scientifiquement, qu'effectivement le peuple ne veut pas, parce que celui qui va pour un troisième mandat vous dira « j'ai le soutien du peuple ». Et il entend par peuple une partie de la population qui est dans la même dynamique que lui. Qu'on réussit souvent à manipuler. Qu'on réussit à manipuler. Donc il faudra qu'on arrive à un niveau où ces institutions sous-régionales tiennent suffisamment compte de ce souhait-là de la population et qu'ils aient la capacité d'obliger les chefs d'État qui pourraient décider de ne pas respecter cela, à respecter cela. Mais je peux vous rassurer d'une chose, cela n'est pas près d'arriver. Et pourquoi oui, vous savez, non seulement si cela arrivait, ce serait bien, mais ce serait très dangereux. Bien dans quel sens, effectivement, on aura un système qui permettra de recadrer facilement des chefs d'État qui sembleraient ne pas respecter le souhait de leur peuple. Mais ce serait l'ouverture de la boîte à Pandore, de façon à ce que lorsque la sous-région ne serait pas en harmonie avec la façon de faire d'un certain leader, même si le peuple était dans la même dynamique que ce leader, l'organisation soit capable de décider de porter atteinte à la gestion de ce leader. C'est-à-dire, un cas fictif, pratique. Imaginez que la Guinée a un président qui décide de faire un troisième mandat parce qu'il a effectivement le soutien de tout son peuple. Et donc, le peuple dit, mais écoutez, on ne veut même pas organiser les élections, on te plébiscite, on veut que tu fasses un troisième mandat. Et la communauté internationale, parce qu'il y a des acteurs qui décident que non, s'ils continuent d'être là, ce n'est pas bon pour nous. Et donc ils disent, au nom du principe qui a été nouvellement adopté et qui nous permet de venir interrompre ton leadership, on vient, on interrompt ton leadership. C'est très dangereux. Et cela aurait donc, en ce moment-là, une base légale, légitime, qui donnerait ce pouvoir-là à une institution sous-régionale de dicter le comportement à adopter à un appareil étatique. Et donc, cette dangerosité de la chose, lorsque vous l'analysez de ce côté-là, vous comprenez pourquoi est-ce qu'on essaye quand même de protéger la souveraineté du peuple, qu'on accorde plutôt à l'appareil de leadership. Et donc, la solution la plus vraisemblable, dans ce cas de figure, serait de faire en sorte que le processus de désignation des leaderships
devienne une réalité qui incorpore réellement un mécanisme qui permet au peuple de choisir ses leaders et qui permette aux différents acteurs politiques de réellement contribuer à l'animation de la vie politique au sein des États. Et c'est ça notre problème. Parce que si on a des acteurs politiques qui sont réellement engagés et qui ne seront que la résultante d'une population qui s'intéresse à la vie politique, parce que lorsque vous regardez dans ces pays-là, très peu, une frange infime de la population réellement s'intéresse à l'animation de la vie politique. Mais lorsque toute la population, sinon la majorité serait intéressée, le comportement des acteurs politiques sera différent et le poids de ces acteurs politiques dans le processus de décision, dans la gestion de la chose publique, sera aussi énorme et certains leaders ne pourront plus se permettre un certain nombre d'écarts. Voilà un peu la solution la plus vraisemblable. Mais une solution qui viserait à donner plus de pouvoir à une organisation internationale, sous-régionale ou régionale, n'est pas prêt de voir le jour. Oui, il serait suffisamment suicidaire. Et la preuve, vous avez le cas même du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est difficile à mettre en pratique lorsque les 5 membres permanents sont concernés. Mais lorsqu'il s'agit d'aller vers un membre non permanent qui n'a pas suffisamment de poids, disons militaire, pas de poids économique, c'est facile. On prend la décision, on le lui applique. Mais lorsqu'il s'agit d'un géant comme la Russie, qui se permet peut-être d'annexer la Crimée, le Conseil de sécurité ne peut rien faire face à cette situation parce que là, on est dans un cadre de relations internationales. Oui, les rapports de force. Alors, mais pour ce qui est du cas de ces organisations africaines, cette impuissance que vous avez relevée, alors est-ce que cela ne dépend peut-être pas aussi je sais pas, si c'est de la pression ou de l'implication justement de certaines puissances? C'est tout à fait logique ce que vous dites. Et c'est ce qui rend encore plus compliqué la possibilité d'octroyer une autorité à une organisation sous-régionale, de pouvoir dicter le comportement adopté à un leader étatique. Je m'explique. Il y a des informations assez documentées qui montreraient que l'Union africaine serait financée à une hauteur assez considérable par l'Union européenne et pas des acteurs externes. Et nous connaissons tous que ceux qui financent pèsent énormément sur le genre de décision qui est pris. Et donc, la crédibilité de cette institution, pour ce qui est des populations, est mise en mal. Et pour ce qui est même d'un certain nombre d'acteurs étatiques, est mise en mal. Lorsque vous revenez aux partenariats, aux accords, que ce soit économiques, stratégiques, qui existent entre certains acteurs majeurs de la communauté internationale, qui ont des intérêts dans tous ces pays ou dans toutes ces zones africaines dont nous parlons, quand vous regardez leur poids et leur capacité à influencer le processus de décision, vous comprenez que ça ne va pas arriver aujourd'hui. Et donc, ces intérêts qui sont en jeu, aussi bien par les acteurs externes à la région que les acteurs internes à la région, ne permettent pas forcément de juguler les situations comme nous souhaitons le voir. En d'autres termes, je vous dirais simplement que les organisations internationales font ce pourquoi elles ont été créées jusque-là. Et il serait difficile aujourd'hui de leur demander de faire autre chose que ce pourquoi elles ont été créées. Elles ont été créées pour stabiliser les relations entre les États et pour permettre à ce qu'il y ait un certain nombre de garde-fous et un certain nombre d'unanimité dans la façon de procéder. On veut créer des standards et promouvoir l'interaction entre les États. Mais on n'est pas forcément dans la dynamique de faire ce que souhaite le peuple mot pour mot et à la lettre. Et c'est ce qui nous amène à voir ce genre de comportement. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que bien qu'ils condamnent, ils sont face à une réalité qu'ils ne peuvent pas dénier.
ce qui s'explique par le comportement avec le Tchad. Ils ont tous condamné. Tout à fait. Mais dans la pratique, ils ont tous validé. Ce qui s'explique aussi avec le comportement vis-à-vis du Mali. Ils ont condamné le coup d'État au Mali. Mais ils se sont rendus à l'évidence qu'il faut intégrer le Mali tel qu'il est, puisque cela semble être Parce la que volonté. le cas malien, justement, derrière, il y a une autre puissance. Il y a plusieurs autres puissances. Il n'y a pas une autre puissance. Et il y a plusieurs intérêts. Le Mali est un centre d'intérêt névralgique pour le monde. Il n'y a pas cet acteur de la communauté internationale qui n'a pas d'intérêt et qui n'est pas intéressé par le Mali. La preuve, le Conseil de sécurité des Nations Unies a plus d'une vingtaine de rencontres sur la question du Mali. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément de solution claire et nette qui soit applicable au cas Mali. Et donc, vous comprenez qu'il ne s'agit pas, et quand on parle du Conseil de sécurité, on parle des 5 membres permanents qui sont en train de réfléchir à la meilleure stratégie au niveau du Mali. France, Russie, Chine, Royaume-Uni, États-Unis. Vous voyez, quand vous prenez le Tchad, on connaît les intérêts de la France au Tchad et on connaît aussi les intérêts des Américains. Pourquoi? Parce qu'on considère le Tchad comme un élément pionnier dans le processus de cette lutte qu'on considère contre les terroristes et dans le Sahel. Et quand vous prenez maintenant la Guinée et que vous regardez un certain nombre de prises de position de l'ex-président Condé vis-à-vis d'un certain acteur de la communauté internationale que je ne vais pas nommer, mais que tout le monde connaît, vous comprenez aussi, lorsque vous faites le lien entre ce qui s'est passé et l'acteur principal de ce qui s'est passé, vous faites un lien, vous vous dites, il y a des possibilités que cet acteur externe ait une main dans le résultat de ce qui s'est passé. Parce que cela a été bien planifié. Ce n'est pas une improvisation comme au Mali, où on est allé, on les a pris sur le champ. Non, mais vous voyez la méthodologie qui a été utilisée en Guinée. Et surtout le parcours de l'homme. Exactement, de l'homme. Oui. Alors, mais on va réserver notre plateau selon votre disponibilité pour le cas ivoirien, parce que le troisième mandat a évincé Alpha Condé, qui est sorti par la petite porte, qui est en train de sortir par la petite porte. Mais il y a aussi le cas du troisième mandat en Côte d'Ivoire. Est-ce que cela pourrait revenir aussi? Quelles sont les possibilités, les hypothèses et autres? Nous allons revenir là-dessus sur notre plateau. Merci Morgane pour donc, ce débat. Merci à vous. Donc, c'est complexe les relations internationales. Ça dépend donc des intérêts. Voilà, donc on se demande si effectivement l'Afrique a cette indépendance vraiment institutionnelle et politique. Ça nous renvoie au dernier discours de Patrice Talon à l'occasion de la fête du 1er août, voilà, donc qui exhortait chacun à œuvrer pour une véritable indépendance politique du continent. Morgane Assangwa Metongi. Merci à vous. C'est un plaisir.